suite à un commentaire qui a été posté pour l'une de mes vidéos. Je me sens un petit peu obligé de répondre. Alors il s'agit d'une personne que je connais qui m'a posé une question qui m'a vraiment embarrassé, je dirais, puisque cette personne m'a demandé si la vie valait la peine d'être vécue, vu comment est la vie, vu les difficultés qu'il faut affronter, vu les tracasseries permanentes, vu le monde tel qu'il est. Et cela m'interpelle d'autant plus qu'il s'agit d'une personne très jeune, puisque cette personne a environ la vingtaine. Et je me dis que à cet âge-là, on ne devrait pas encore se poser cette question. Même si il est vrai que tel que tourne le monde actuellement, je le comprends. Alors cette personne m'a posé cette question dans un long message que je n'ai bien sûr pas publié, dans lequel, dans un accès de lucidité, elle observe le monde tel qu'il est réellement, avec toute la lucidité que l'on peut avoir à cet âge-là. Et effectivement, le constat est juste. Le monde tel qu'il est n'est pas spécialement beau si on le voit sous un certain angle. Si on le voit sous un angle social, sociétal, sous un angle des évolutions apparentes de la technologie et de l'involution terrible des consciences, il est vrai que ce monde peut paraître tellement hostile, médiocre, que l'on peut comprendre quelqu'un qui se pose cette question, qui consiste à se dire que de toute façon, un jour ou l'autre, on tombe malade, un jour ou l'autre, on a un accident, et un jour ou l'autre, de toute façon, on se retrouve à se dire que notre dernier jour est arrivé et qu'il est temps de se préparer à l'ultime voyage, si voyage il y a. Et que dans ce cas-là, le monde tel qu'il est ne propose pas suffisamment de choses positives et intéressantes pour que l'on y reste plus. Je vais donc répondre à cette question, non pas en donnant une vérité, car je rassure les personnes qui regarderont cette vidéo, je ne détiens pas de vérité. Je détiens une certaine logique qui m'est propre et une certaine expérience qui, je l'espère, permettra à cette personne, qui, je le sais, espère une réponse, d'y voir un petit peu plus clair. Le premier élément de réponse, me semble-t-il, a été abordé dans une vidéo précédente où j'expliquais la différence qu'il y a entre connaissance théorique et expérience sensible. En soi, nous avons ici un élément de réponse. En ce sens que la connaissance théorique que nous pouvons avoir d'un sujet, que nous pouvons avoir lorsque nous sommes désincarnés, cela revient au même, n'a rien à voir avec l'expérience sensible que l'on a de quelque chose. L'expérience sensible nous donne un ressenti, la connaissance théorique nous donne un savoir. Et le fait d'être en vie, de faire des expériences, nous permet de comprendre de manière sensible ce que nous possédons au niveau de la connaissance théorique, donc non sensible. Je reprends toujours les mêmes exemples. Lorsqu'un adolescent a ses premières aventures sentimentales, il vit une véritable expérience sensible qui est irremplaçable. Il peut très bien avoir la connaissance de toutes ces choses-là. Nous savons tous que les premières expériences sensibles que nous avons de ce monde affectif sont tout à fait irremplaçables et ne peuvent surtout pas être remplacées par des connaissances théoriques. J'aime bien cet exemple parce que c'est un exemple que tout le monde comprend. On peut s'appuyer sur une multitude d'autres expériences. Si on prend par exemple la plongée sous-marine, on peut voir toutes les belles vidéos que l'on veut
cela ne remplacera jamais la sensation que l'on peut avoir quand on met sa combinaison, quand on met ses bouteilles, quand on s'assied sur le rebord du bateau pour se laisser basculer en arrière et se retrouver dans la fraîcheur de l'eau. Toutes ces sensations sont connues en amont, avant que l'on en fasse une première expérience sensible. Mais l'expérience sensible n'ayant pas été faite, on ne la possède pas. On n'en a qu'une expérience théorique. Et je dirais même qu'il en est de même pour tous les événements de la vie. Ai-je répondu à la question? Tout cela n'enlève pas les atrocités de la vie. Et quand je parle d'atrocités, je parle de guerre bien entendu, mais je parle peut-être plus des atrocités invisibles, impalpables, dans les attitudes commises par les personnes que nous pouvons rencontrer, côtoyer, qui peuvent avoir un joli visage, qui ne vont pas donner l'impression d'être des personnes aussi horribles que ça, mais qui vont véritablement commettre des atrocités qui ne se voient pas. C'est vrai que ces atrocités-là, certaines personnes, comme la personne qui m'a laissé ce message, les perçoivent d'une manière extrêmement sensible. Peut-être plus que d'autres atrocités, comme les atrocités de la guerre que l'on nous rapporte aux informations, qui n'en sont pas moins des atrocités d'ailleurs, mais qui nous touchent peut-être moins personnellement que ces atrocités, comme par exemple les atrocités familiales que nous vivons tous au quotidien, comme par exemple des enfants qui se retrouvent déchirés par la séparation des parents alors qu'ils sont extrêmement jeunes. Cela est une atrocité pour des enfants de 3, 4, 5 ans, il faut bien le comprendre, même si les parents ne veulent pas s'en rendre compte. Quand on regarde des enfants dans cette situation et les questions qui se posent, et les questions que posent leurs yeux dans cette situation-là, on se rend compte de la notion d'atrocité, qui sont des atrocités invisibles, acceptées, que l'on ne veut pas voir en face, mais il y en a une foule. Et pour des personnes qui ont cette perception très sensible de la vie, ces atrocités s'accumulent et donnent l'impression de n'être entouré que de monstres finalement, ce qui n'est pas faux. La seule chose est que la notion de monstruosité, la notion d'atrocité, sera perçue différemment selon les personnes. Si l'on se réfère par exemple au Moyen-Âge, couper la main à un voleur n'est non seulement pas du tout atroce, mais normal. Pourquoi ne volerait-il pas de nouveau si on ne lui coupait pas la main? Cela n'est donc pas atroce au Moyen-Âge, cela est normal. À notre époque, cela est vu comme une atrocité. On ne va pas couper la main d'un enfant de 14 ans qui a volé un pain au chocolat, par exemple, alors qu'au Moyen-Âge, cela aurait été normal. Et de la même manière, pendant une guerre, certains actes sont considérés comme des atrocités pour certains et sont considérés comme normaux par d'autres. Les choses sont donc subjectives. Donc lorsque l'on parle d'atrocité, tout dépend par qui les choses sont perçues. Et chacun perçoit certains actes de la vie qui l'entoure de manière différente. Donc il est vrai que pour des personnes qui ont une hypersensibilité face aux événements de la vie, certains actes, tout à fait anodins en apparence, peuvent être véritablement horribles, selon par qui c'est perçu et comment cela est perçu. Et donc pour quelqu'un qui est sensible, le monde des humains est un monde horrible. L'humain est capable de mentir en permanence, d'être méchant, d'être jaloux, d'être vicieux, d'avoir tous les défauts imaginables. Tout comme il est capable d'être absolument le contraire de tout ce que je viens d'énoncer. Et c'est cela qui est difficile. Car lorsque quelqu'un commence à ne voir que les défauts des humains, le monde devient d'une noirceur absolument inacceptable. Alors que quand au contraire, on programme son cerveau d'une certaine manière à laisser ces choses-là de côté et à voir les belles choses, bien au contraire, on peut voir le monde tout à fait différemment. Comme je le disais donc, tout dépend comment on conditionne son cerveau. Car le cerveau se conditionne. Pour étayer cette hypothèse, je prends l'exemple du colérique, par exemple. La personne colérique est une personne qui ne contrôle pas ses émotions et qui ne contrôle pas ses réactions. Alors que cela peut se contrôler. Il suffit
d'apprendre à contrôler son système hormonal alors que les émotions commencent à monter. Et à ce moment-là, lorsqu'une certaine émotion comme la colère commence à être présente, il faut savoir l'observer, la maîtriser, la dompter, la domestiquer et rester maître de cette émotion-là, de la même manière que le même mécanisme fonctionne pour toute autre émotion négative, aussi bien que positive. Lorsque l'on tombe amoureux et qu'on laisse nos émotions prendre le dessus, cette émotion nous submerge lorsqu'on ne la contrôle pas, alors que lorsque cette émotion est contrôlée, elle est maîtrisée, elle est domestiquée de la même manière qu'une émotion négative, comme la colère par exemple. Les émotions correspondent donc à un mécanisme qui se contrôle et qu'il faut apprendre à contrôler. Cela permet de voir le monde non pas comme notre système émotionnel nous le montre, mais comme nous décidons de le voir. À partir du moment où nous bloquons des émotions qui sont trop négatives et où nous préférons voir le monde d'une manière qui est plus positive. Or, voir le monde de manière plus positive permet de passer à une deuxième phase qui consiste à maîtriser son existence. Et maîtriser son existence permet de choisir les expériences que l'on va faire alors que cette vie nous en donne la possibilité. Et c'est là que les choses deviennent intéressantes. Si au lieu de subir la vie, nous bloquons ce qui est négatif pour pouvoir disposer d'une vie nous permettant d'expérimenter cette vie, alors la vie devient intéressante. Et elle est là la réponse que je peux donner donc à cette personne, qui je pense est valable pour nous tous. Nous disposons d'une vie. Le monde tournera toujours de la même manière, avec ou sans nous, que nous soyons heureux ou malheureux. À quoi bon nous rendre malheureux? Premier point. Deuxième point, cette vie dont nous disposons, perdue pour perdue, autant qu'elle nous permette d'acquérir une expérience sensible d'un maximum de situations positives, d'un maximum de mise en situation, afin que, lorsque nous arriverons au bout du voyage, nous ayons deux résultats. Le premier consistera à pouvoir se retourner et à se dire que l'on a vécu en comprenant cette vie. Et le deuxième résultat consistera à se dire que si jamais le voyage de l'esprit continue au-delà de la mort du corps, nous amènerons avec nous cette expérience à défaut de pouvoir apporter rien d'autre, vu que nous savons que tous les biens matériels acquis dans ce monde resteront dans ce monde, sauf l'expérience sensible acquise de cette vie. Elle est donc là la richesse que nous pouvons accumuler dans cette vie, l'expérience sensible que nous faisons de cette vie dans cette vie, de différentes situations positives, car il me semble, mais cela est personnel, que les expériences négatives, si elles peuvent être faites, ne sont peut-être pas ce qui va le plus nous enrichir, alors que les expériences remplies d'amour, remplies de bonté, remplies de bien-être, sont des choses qui finalement nous laissent un sentiment de satisfaction et de plénitude. Un sentiment agréable que nous serons contents d'amener avec nous par la suite et qui dans tous les cas nous remplit de satisfaction lorsque nous y repensons. Chacun à l'âge qui est le nôtre, lorsque nous repensons aux événements heureux de notre passé, nous avons un petit sourire, une petite nostalgie, mais dans tous les cas, nous avons le plaisir de repenser à tous ces événements heureux, agréables, que nous avons pu collecter tout au long de notre vie et qui font notre richesse. C'est cela, je pense, qui nous donne une vraie raison de vivre cette vie qui nous est donnée, malgré tout comme un bienfait. Car imaginons que nous soyons un esprit sans corps, eh bien je pense qu'à ce moment-là, nous devons demander d'avoir la possibilité de faire cette expérience. Donc si nous avons cette possibilité-là, je pense que cela est fait pour que nous en profitions. J'espère avoir répondu à la question de cette personne et puis peut-être de bien d'autres personnes qui se posent la même question en ces temps relativement difficiles.